troisième plus grand assureur suisse, je me trompe, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, avec 1,3 million d'assurés. Vous êtes présidente du groupe mutuel depuis 2014. Avant de parler des pistes pour accélérer la digitalisation du système de santé, est-ce que vous avez téléchargé Suisse Covid? Est-ce que vous trouvez cette application efficace? Oui, d'abord, bonsoir à tous. J'ai beaucoup de plaisir à être ici ce soir pour parler avec vous du système de santé et de la digitalisation. J'aimerais aussi saluer toutes et toutes qui nous suivent de manière digitale. Ça montre qu'on doit s'habituer à ces nouvelles manières de fonctionner, de travailler. C'est un des sujets justement de notre petit échange de ce soir, tout ce qui est numérisation et digitalisation. Par rapport à l'application Covid, bien sûr que je l'ai téléchargée dès son premier jour. Je pense que c'est extrêmement important que chacun d'entre nous essaye de contribuer au mieux pour canaliser cette épidémie un maximum. Je n'ai pas encore reçu d'alerte sur mon téléphone portable pour me dire que j'étais en contact avec l'un ou l'autre cas, bien heureusement. Et j'estime que chacun à notre niveau, on doit essayer de contribuer au mieux. Donc j'invite aussi tout le monde à la télécharger. Est-ce que vous avez des cas de Covid dans votre entourage? Alors, assez peu pendant la première vague. Je dois dire que ces derniers jours, au sein de l'entreprise, on a eu quelques cas qui se sont annoncés, mais on a bien sûr en place un processus de gestion de crise Covid qui est en place depuis le début et qui fonctionne. Ces gens sont en quarantaine et ça, on respecte assez bien le processus. Commençons par le diagnostic. Où en est la Suisse en matière de numérisation de son système de santé? Voilà, je trouvais intéressant ce soir, effectivement, de commencer par les constats, parce qu'on parle tous de numérisation, de digitalisation, d'intelligence artificielle, de cloud. C'est de beaux discours, c'est très passionnant, mais finalement, on se rend compte qu'il y a quand même encore un gap entre la théorie et les faits, le réel. Donc, je trouvais intéressant de relever certains faits ce soir avec un regard lucide, sans vouloir polémiquer aucunement. Mais un des exemples que je voulais exprimer, c'était que finalement, pendant cette pandémie, lorsque les médecins de premier recours devaient transmettre les cas Covid à l'OFSP, ils le faisaient encore par fax. Donc, quand on parle de digitalisation en 2020, on a un peu de peine à s'imaginer, ou on trouve quand même un petit peu bizarre que le fax n'est pas mort, il existe encore. Alors, c'est devenu un peu le buzz, le fax partout. C'est pas seulement le fax. Bien sûr, c'était un petit peu une anecdote pour introduire le sujet. On se rend compte qu'on a un retard important. Ça a du reste été relevé aussi dans l'article du Temps par M. Michel Guillaume, qui disait qu'on est le 14e pays de l'OCDE sur 17 en termes d'index de santé digitale. Ça montre quand même que la Suisse aujourd'hui, elle a un retard important, même si ça progresse, ça a été dit, ça progresse tous les jours, mais les chiffres sont assez parlants. Et j'ai voulu juste relever peut-être ces deux chiffres qui montrent que 69,7% des médecins, donc ça ressort d'une enquête qui a été faite par l'Office national de la santé publique, l'Observatoire national de la santé publique, qui a interrogé 1095 médecins de premier recours de la FMH et qui montre que seulement 69,7% de ces médecins enregistrent leurs consultations de manière électronique. Et puis 46,3% de ces mêmes médecins seront prêts à utiliser le dossier électronique du patient lorsque celui-ci verra le jour. Donc c'est assez surprenant. Mais alors quels effets? C'est une circulation de l'information qui est pour le moins antique. Avec quels effets pour le patient, pour la qualité des soins? Voilà, alors ça montre que la numérisation, elle reste un problème épineux et puis qu'on doit essayer de progresser. D'abord de convaincre ces gens qu'il y a une utilité, je vais y venir, et puis ensuite de les former, de les outiller aussi pour qu'ils puissent utiliser au mieux tous ces outils numériques. Quels sont les bénéfices potentiels pour le patient, pour l'assuré, pour le client? C'est vraiment de pouvoir aussi traiter ces données dans le but d'accompagner le patient ou le client dans son parcours de soins au mieux, de faire de la prédiction, de la prévention et de l'accompagner dans sa prise en charge. Alors, il y a des chiffres sur le dossier électronique du patient. Plusieurs internautes ont posé la question sur le dossier électronique du patient. On en a déjà parlé avec les orateurs précédents. J'aimerais y revenir, mais tout simplement, ne faudrait-il pas rendre le dossier électronique du patient obligatoire pour les patients, obligatoire pour les médecins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? J'aime pas beaucoup le mot obligatoire. Je pense qu'on doit essayer de convaincre les gens qu'il y a une utilité et les personnes vont adhérer. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a une crainte liée à la protection de la sphère privée, à la sécurité, à la transparence des données, qui est tout à fait compréhensible, qu'on doit essayer de surmonter. Et moi, je suis personnellement persuadée que le bénéfice final de l'utilisation de ces données au bénéfice du patient
sera sans aucune mesure avec la crainte initiale. Finalement, c'est vraiment une opportunité extraordinaire pour le patient que cette analyse des données peut lui apporter. C'est-à-dire, on va pouvoir faire de la prévention, on va pouvoir faire beaucoup de choses et bien sûr aussi essayer d'éviter certaines interventions inutiles. Mais alors ça, c'est le discours, mais dans les faits, justement, le dossier électronique est enlisé depuis longtemps et on ne sont pas avancés très vite. Il y a voilà, une petite contradiction quand même. Mais c'est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire. Finalement, tant que la base n'est pas complètement digitalisée, d'avoir un système intégré et totalement digitalisé qui sera profitable aux patients, on n'y est pas encore. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer par former les professionnels de la santé sur l'utilisation de ces outils et sur la capacité d'intégrer des données, aussi de manière uniformisée, parce que nous, on se rend compte au sein du groupe Mutuel qu'on a encore énormément de documents différents qui traitent des mêmes sujets. J'aimerais aussi revenir sur une autre question d'un internaute. La loi interdit l'accès des données du dossier électronique du patient aux assureurs. Certaines caisses le réclament. Est-ce que vous êtes de ceux-là ? Non, on ne le réclame pas parce que finalement, je pense qu'on peut tout à fait analyser ces données de manière anonyme. On le fait déjà aujourd'hui. Dans le but justement d'accompagner le patient dans son parcours de soins. On a déjà des initiatives, et j'en parlerai tout à l'heure, qui vont dans ce sens. On peut tout à fait poursuivre comme ça. Moi, je comprends la crainte de l'assuré qui dit, finalement, si l'assureur a accès à ces données, il va faire de la sélection de risques. Et ce n'est absolument pas le but ultime. Je pense que le but d'avoir ce dossier médical du patient, c'est vraiment d'améliorer le traitement, d'éviter la surcharge en termes de consultations inutiles, d'interventions inutiles, et de réduire potentiellement les coûts de la santé par un système mieux intégré. Donc, ce n'est vraiment pas le but de l'assureur de sélectionner des risques, c'est de pouvoir utiliser ces données dans un but positif pour le patient. Aline, notre internaute nous dit, c'est plutôt un commentaire, la numérisation de la médecine implique de nouveaux processus, de nouvelles compétences, et donc un effort énorme de formation. On y reviendra plus tard. Un commentaire peut-être sur voilà, ce déficit de formation. Je crois que ça touche pas seulement le secteur de la santé, ça touche un petit peu tous les domaines économiques aujourd'hui. Avec la numérisation et la digitalisation, tout va très vite, les technologies avancent à une vitesse folle et les compétences ont quelquefois de la peine à suivre. Et on se pose aujourd'hui la question de dire comment on va amener nos gens à évoluer dans ce sens, comment on va les former, les accompagner pour qu'ils aient ces nouvelles compétences demain. Ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on ne connaît encore pas les compétences du futur. Donc on travaille tous un petit peu dans l'inconnu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra anticiper ce mouvement et accompagner les gens pour les former, pour pas que toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui sur ces processus se retrouvent à côté du marché du travail. On a été critique des médecins, on a été très critique de l'OFSP et les assureurs. Qu'est-ce qu'ils font pour se digitaliser, pour progresser ? Alors, parlons des assureurs de manière globale, mais peut-être deux exemples sur le groupe Mutuel et ce qu'on fait en termes de digitalisation aujourd'hui. On a d'abord tout un programme d'innovation que l'on a lancé il y a déjà plusieurs années. On veut changer notre rôle de simple payeur ou fiduciaire qui gère des factures de prestations et les rembourse et les paye pour finalement devenir vraiment, je le disais tout à l'heure, un accompagnant du patient assuré client tout au long de son parcours de soins. Alors, comment on procède pour le faire ? Finalement, on a lancé des services digitaux pour nos assurés qui leur offrent des services complémentaires en termes de prévention. Un exemple dont je voulais parler ce soir, c'est ma Health Check et je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo qui vaut bien sûr plus que des mots. C'est une application qui permet d'offrir à nos clients, mais pas seulement à nos clients, à tout citoyen suisse, d'abord un premier diagnostic qui va lui permettre ensuite de soit consulter un médecin par télémédecine, soit de pouvoir commander des médicaments qu'il recevra directement à domicile. Donc c'est un processus qui est digitalisé du début à la fin, mais si vous êtes d'accord, je vous montre rapidement la vidéo, si j'arrive à la faire fonctionner, parce que je ne la vois pas là à l'écran. Voilà. C'est bien. Voilà, ça vient. Le groupe Mutuel développe et met à votre disposition My Health Check. Notre stratégie à long terme est de devenir un partenaire santé disponible pour tous en Suisse. Dans l'environnement en constante évolution du monde actuel, la numérisation de nos services est le meilleur moyen de sensibiliser le public. My Health Check est l'une de nos premières initiatives. Elle évolue en permanence avec les clients pour s'adapter à leurs besoins. En tant que mère de famille, j'ai un quotidien très chargé.
Entre ma famille et ma carrière, je n'ai pas une minute à moi. Quand je tombe malade, j'ai besoin d'une solution simple, rapide et fiable. MyHealthCheck élimine les tracas de mon parcours de soins. L'évaluateur de symptômes fournit des résultats clairs et compréhensibles. Je sais immédiatement qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'il me suffit de me rendre dans une pharmacie et de me reposer. Et si c'est plus sérieux, grâce à la consultation téléphonique, j'obtiens des conseils d'experts et je peux recevoir mes médicaments directement à la maison. C'est un gain de temps et d'énergie. De plus, je peux l'utiliser où et quand j'en ai besoin. Avec le soutien de MyHealthCheck, je me sens en contrôle de ma santé. MyHealthCheck. Your health, your way. Donc voilà juste un exemple sur les projets sur lesquels on travaille. C'est des services digitaux complémentaires. Là, on parlait du diagnostic médical, mais on parlera aussi de l'accompagnement des gens qui sont malades du diabète, par exemple, ou des problèmes de santé mentale. Vous connaissez la réaction de beaucoup de patients. Méfiance, méfiance, méfiance. Voilà, c'est des données que l'assureur peut accumuler, rassembler et pratiquer le système du bonus-malus. Je me comporte bien, donc j'ai des primes plus basses, je me comporte mal et je vois mes primes exploser. Voilà, c'est quand même ça le soupçon. Tout à fait, mais c'est absolument pas la voie qu'on a choisie. Donc on est parti dans une stratégie vraiment axée sur la prévention. On n'utilise pas des bonus-malus à l'américaine. On n'est pas parti sur les concepts de dire si vous faites tant de pas, vous avez droit à une réduction de vos primes, parce qu'on estime aussi que la personne peut très bien faire ses pas pour aller acheter son paquet de cigarettes, par exemple, juste pour l'anecdote. Mais on n'a pas utilisé ça parce que finalement, on estime qu'on doit travailler beaucoup plus sur la prévention et qu'on est quand même dans un business où c'est la santé qui prime, c'est pas l'assurance chose comme d'autres acteurs dans le monde de l'assurance. Donc nous, on est en contact permanent avec des hommes et des femmes qui sont malades, qui souffrent, et puis finalement ces gens, ils n'ont pas choisi d'être malades. Donc on veut vraiment essayer de les accompagner au mieux dans le traitement, dans la prise en charge et dans la prévention. D'autres possibilités de ces technologies, je ne sais pas, repérer les opérations inutiles, je ne sais pas, contrôler les factures de manière automatique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe déjà? Et quels sont les investissements que ça implique pour une compagnie comme Groupe Mutuel? Alors tout à fait, nous on essaye vraiment d'automatiser un maximum nos processus. Il faut savoir qu'on reçoit 18 millions de factures de prestations par année. 75% de ces factures viennent des prestataires de soins, 25% des privés. Sur ces 25%, ça fait 4,5 millions de factures par année. La grande majorité ne sont pas digitales. Donc on doit déjà passer par un processus de digitalisation des documents. Quand tous ces documents sont digitalisés, à ce moment-là, on peut commencer à agir sur ces documents. Et certains contrôles sont complètement automatisés qui nous permettent d'économiser à peu près 10% de la totalité des primes. Ça fait quand même 6 millions par année. Qui permettent de réduire les coûts d'autant et qui ne sont pas facturés à nos assurés à travers les primes. Qu'est-ce que c'est? C'est pas, évidemment pas de la fraude, hein, c'est simplement des erreurs de facturation. Ce seraient des prestations qui ne devaient pas être facturées, qui le sont par inadvertance. Donc, c'est une problématique qui est aujourd'hui connue et puis nous, on agit là-dessus pour essayer de réduire les coûts. L'utilisation d'algorithmes ou la dématérialisation des factures nous permet aussi de détecter les cas inutiles. On a vu l'article du docteur Bonvin qui s'exprimera tout à l'heure, qui exprime aussi cet aspect de 20% d'intervention inutile. Lorsque on aura tout le système qui sera complètement digitalisé, automatisé, on pourra aussi détecter ce genre de cas. Une question un peu critique d'un internaute anonyme qui dit vous tenez ce discours, donc automatisation, productivité améliorée, et pourtant vous engagez 150 nouveaux collaborateurs, si j'ai bien lu. En tout cas, le chiffre qui est donné par l'internaute, mais c'est paru dans la presse. C'est tout à fait juste. Bon, d'abord, je tiens à préciser que nos coûts administratifs sont à 5% aujourd'hui, donc tout à fait dans la moyenne du benchmark des assureurs maladie suisses. Et finalement bien inférieur aux assureurs privés ou à la SUVA qui sont autour des 11 ou 12% si je ne m'abuse. Donc on essaye vraiment toujours d'être très axé sur l'efficacité dans nos processus pour économiser nos coûts un maximum. Ceci dit, c'est vrai, on engage 150 collaborateurs en Suisse alémanique, des conseillers à la vente.
Ceci parce que jusqu'à aujourd'hui, on travaillait beaucoup avec des intermédiaires externes, des courtiers en assurance. On a décidé d'internaliser, donc le coût reste identique que par le passé, donc ce n'est pas concrètement des nouveaux coûts, c'est des nouveaux postes. Dans le but justement d'améliorer notre service à la clientèle pour qu'on puisse cultiver de la proximité, aussi de la fidélisation de nos clients et qu'on puisse être plus à l'écoute de nos assurés. Donc les robots ne vont pas remplacer les assureurs, en tout cas pas intégralement, voilà, dans les 5, 10, 15 ans. On s'est posé effectivement Donc, cette dites question à vos parce enfants que de travailler dans les assurances. C'est ça. ouvrir des agences physiques aujourd'hui alors qu'on parle de digitalisation, ça peut paraître complètement contre-courant. Et on a eu cette réflexion et on s'est rendu compte qu'il nous fallait développer un réseau de distribution multicanal parce que l'assurance maladie est encore très compliquée. Il y a beaucoup de produits qui sont complexes à comprendre. Ça nécessite un contact personnalisé client assuré. On élargit peut-être un petit peu la réflexion, les pistes, plus généralement pour réduire les coûts, stabiliser les coûts, mais surtout améliorer la qualité des soins. Quelles sont vos recettes? En matière de prévention, une petite anecdote, j'ai relu une interview que vous avez donnée à l'Illustré. Vous, votre secret, c'est manger 3 pommes par jour, si j'ai bien compris. C'est tout à fait juste et ça marche. Pour ceux qui n'auraient pas essayé de manger 3 pommes par jour, c'est la meilleure des préventions, selon Catherine Perraudin. Donc, plus sérieusement, quelles sont les grandes pistes pour, au fond, réformer ce système de santé suisse qu'on a bien besoin? Je crois qu'on en a déjà parlé avec Madame la directrice de l'OFSP. On va en parler tout à l'heure aussi avec Madame Nold. Moi, je m'étais un petit peu concentrée sur les défis qui sont en lien avec la digitalisation, finalement. Quels sont les défis du secteur de la santé en termes de digitalisation pour demain? Où je vois un véritable défi, c'est que le patient aura un rôle beaucoup plus important. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, vos proches sont tous digitalisés, utilisent ces appareils connectés à longueur de journée. Ils sont très informés, très renseignés. Donc, ils veulent aujourd'hui devenir un vrai partenaire. Et je pense que c'est essentiel qu'il le soit, ce partenaire, qu'il puisse avoir un échange, une connaissance de leurs données, pouvoir aussi intervenir dans ces discussions avec les prestataires de soins et avec l'assureur aussi. Pour moi, le patient, il sera demain au centre. Ça va être un véritable partenaire. On aura une personnalisation de la médecine, mais aussi une personnalisation des services. Et on passera, et ça a été dit aussi à plusieurs reprises aujourd'hui, on va passer plutôt du cure au care. Ça veut dire qu'on aura un système qui sera beaucoup plus axé sur le bien-être, sur la prévention et l'intervention précoce. C'est-à-dire qu'on va cultiver plutôt le fait que on va essayer de maintenir les gens en bonne santé. Et c'est toutes ces nouvelles méthodes de prévention que l'on développe. Alors, il y a justement une question de Marco. Quelle est votre position par rapport aux médecines dites alternatives? Alors, je sais qu'on va en parler tout à l'heure avec le docteur Bonvin. Moi, je suis convaincue que ces médecines ont tout à fait une raison d'être, qu'elles sont utiles au traitement. Elles le seront, à mon avis, de plus en plus dans les années à venir. Si la question est de dire est-ce que c'est remboursé, on sait très bien qu'il y a toute une partie qui l'est, une partie qui ne l'est pas. Il y a des produits aussi qui sont développés dans ce sens. Mais pour moi, c'est bien sûr essentiel aussi. 2 questions pour terminer. Une question d'un internaute anonyme. Les réserves, ces fameuses réserves, vont-elles être utilisées pour stabiliser l'évolution des primes? Alors, la loi nous interdit d'utiliser les réserves pour diminuer les primes annuellement. Donc ça, c'est clairement interdit. Ce que nous faisons au groupe mutuel, c'est qu'on s'est fixé clairement comme axe stratégique de ne pas dépasser un certain niveau de réserve. C'est la raison pour laquelle, cette année, on va rembourser 101 millions de nos primes, cet automne encore, qui sont de nos réserves, 101 millions de nos réserves. On va rembourser à peu près 700 000 assurés, 780 000 assurés en Suisse. En fait, ça vient du phénomène que les primes 2019, lorsqu'on les a estimées, on a estimé que les coûts étaient à un certain niveau. Après avoir bouclé définitivement les comptes, on s'est rendu compte que les coûts de la santé n'avaient pas augmenté autant. Donc, effectivement, on a eu un gain sur les primes 2019. Donc, notre réflexe, c'est de les rembourser. Il y a plusieurs assureurs en Suisse qui procèdent de la sorte. Et c'est aussi une volonté du Conseil fédéral exprimée par Alain Berset de dire, dès le moment où on a atteint un certain niveau de réserve, il faut les rembourser. Et c'est vraiment ce que l'on fait au sein du groupe mutuel.
Le montant qui est remboursé aujourd'hui, cette année, par l'ensemble des assureurs suisses, c'est de 211 millions et 101 millions, c'est le groupe mutuel qui les rembourse. Donc on a vraiment cette préoccupation et on partage 100% cet avis de dire on ne doit pas avoir des réserves excédentaires, on doit avoir des réserves qui assurent une sérénité pour l'avenir de l'entreprise. C'est aussi une garantie de sécurité pour nos assurés. Par contre, dès le moment où on a atteint ce niveau, il faut rembourser. Migros, on parlait des nouveaux acteurs sur le marché de la santé, les GAFA, mais Migros, en Suisse, quel est votre rapport, vous, groupe mutuel, avec Migros, Medbase, qui est le bras santé de Migros? C'est vrai que c'est un des défis que je voulais aussi soulever dans les défis qui vont toucher le secteur demain, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui ne sont pas aujourd'hui actifs dans la santé et qui vont le devenir. La Migros, c'est un exemple, elle l'est déjà, aujourd'hui active dans ce domaine. Elle possède aussi beaucoup de données qu'elle va aussi certainement utiliser au bénéfice du client. Ceci dit, il y a aussi d'autres acteurs, les GAFA, on en parle souvent. Je pense qu'ils travaillent aussi sur la santé de demain et un jour, ils risquent de venir sur ce marché. Donc, des fois, quand on a peur de l'assureur, on parlait tout à l'heure de l'accès au dossier médical du patient de la part de l'assureur, on doit aussi se dire que l'assureur, c'est une entreprise suisse très réglementée en qui on peut commencer gentiment à avoir confiance. Parce que finalement, c'est les autres acteurs internationaux qui vont venir et là, ce sera beaucoup plus difficile à gérer. Une question d'un internaute anonyme et très curieux. Les salaires des patrons des assurances ont beaucoup fait jaser, celui de Madame Colatrella de la CSS. La question est très directe, je me permets de vous la poser. Et le vôtre, comme présidente du conseil? Alors, je pensais que ce sujet était plus d'actualité aujourd'hui, vu qu'on le publie dans le rapport annuel chaque année. Donc, mon salaire est tout à fait en ligne avec le benchmark des présidents d'assurance maladie de Suisse et il correspond à l'engagement et à la responsabilité que j'assume aujourd'hui. Et si vous êtes très curieux, allez ouvrir le rapport annuel, mais ne regardez pas seulement mon salaire, mais aussi tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup, Madame Perraudin. Merci à vous, j'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, et Bruno aussi. Exactement.